Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Quito de Pavan. Oui, bonjour. tu rigoles en entendant faire mon 5, 4, 3, 2, 1. Alors, merci de nous recevoir pour ce 10e épisode d'Into the Wind. On est dans une petite maison à Plumeur, qui est l'appartement de location que tu as pris pour l'escale du Tour de Bretagne à la voile à l'Armor Plage, qui est juste à côté. Donc t'es venu chez nous, donc merci beaucoup. Il est 8h du matin, on a vraiment beaucoup de chance. C'est juste avant l'étape l'Armor la Trinité. T'es déjà en tenue, t'es déjà habillé pour les régater. On a 1h30 devant nous. Pas une de plus, donc merci beaucoup. Je sais pas si on va avoir en 1h30 assez de temps pour balayer toute ta vie, toute ta carrière. Il faudrait sans doute plus. Oui, voilà, on pourrait faire plusieurs jours, mais bon, il va falloir un petit peu compacter. Alors déjà, tu incarnes le marin du Sud et tu viens faire le tour de Bretagne à la voile. Donc tu viens chez tes amis bretons, que tu chambres un petit peu toute l'année. Voilà. Ça fait une rivalité depuis voilà. une vingtaine d'années. Exactement. Voilà. Alors c'est assez drôle d'ailleurs. Oui, voilà. Alors raconte-nous un petit peu justement qu'est-ce que ça représente pour un marin du Sud de venir faire le tour de Bretagne. Pour nous, c'est une épreuve assez connue où c'est vraiment la quintessence de la navigation dans les cailloux, dans les courants, dans les paysages, etc., etc. Qu'est-ce que ça représente pour un garçon comme toi? C'était une bonne occasion pour revenir justement voir nos amis bretons, même si sur le circuit Figaro, je connais de moins en moins de monde parce que ça s'est beaucoup rajeuni. Voilà, ce qui est une bonne chose. Voilà, avec le nouveau bateau, il y a plein de nouvelles têtes qui arrivent, des gens brillants qui ont envie. Et on voit qu'en Bretagne, il y a une effervescence incroyable dans la course au large, ce qui est un peu moins vrai en Méditerranée, à mon grand regret. Tu navigues avec Achille Nebou? Oui. Qui n'est pas un codé de nos services, qui est un jeune homme du sud de la France aussi, très brillant, qui a déjà un solide palmarès. Comme beaucoup de marins de ton âge, t'as 58 ans, c'est ça, hein? Oui. Tu t'attaques un peu au dossier transmission. On vous voit beaucoup d'entre vous commencer à faire ça. Alors là, toi, t'as raconté à plusieurs reprises que c'était même un petit gars que t'avais vu grandir, parce que c'est le fils d'ami à toi. C'est important pour toi, ça, justement, oui, parce ça fait 20 ans qu'on est dans cette histoire-là. On a monté un centre d'entraînement à la Grande Motte en 2002, voilà, l'année où je gagne la solitaire du Figaro. Et puis Achille, ça fait partie des gens qui ont envie, qui ont suivi, finalement, qui a suivi ma carrière, qui a été aux arrivées, au départ des solitaires du Figaro, des Transats. Il y en a eu beaucoup. Et je pense que je suis une personne qui a beaucoup compté dans son choix de faire de la course au large son métier. Donc t'assumes cette influence, quoi. Oui. Et puis c'est l'un des rares qui a vraiment envie. Voilà, il a du talent. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait une préparation olympique avec Nicolas Charbonnier. Il fait beaucoup de diam. Il est médaillé aux Jeux en 4-7. Voilà, et puis il fait partie de cette bande Made in Midi, justement, qu'on a essayé de mettre en place. Et puis là, sur le Tour de Bretagne, on voit des Pierre qui regardent, des Pierre Le Boucher, qui ont fait partie de notre équipe et qui sont plutôt brillants aujourd'hui. Donc on essaye d'accompagner effectivement ces jeunes. Ils n'ont pas tous envie de se lancer dans cette carrière-là, parce qu'elle reste compliquée. Clairement, en général, ils ont la tête bien faite. Ils sont tous soit ingénieurs, soit ils ont fait des études qui leur permettent de gagner leur vie plus tard si la course au large n'est pas aussi fructuante que ce qu'ils l'espèrent. Mais c'est vrai qu'en Méditerranée, on a un déficit là de gens qui y croient. Voilà, des gens talentueux, il y en a beaucoup, mais des gens qui y croient, il y en a peu. Il y a un niveau en voile légère qui est très élevé. Hein, très élevé. On a un niveau d'école de voile de haut niveau, notamment à Mougio-Carnon, qui ont été vraiment un club qui a formé énormément de champions. Voilà, mais arrivé à 18, 20 ans, ils se posent plein de questions, et c'est vrai que la course au large, vu de la Méditerranée, c'est quelque chose d'inaccessible. Alors vraiment. Ça, c'est quelque chose. Moi, je suis breton installé en Bretagne. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Je suis allé faire une formation au SEM justement
Oui. il y a 2 ans l'hiver, et c'est vrai que de voir de là-bas la perception qu'avaient les jeunes Méditerranéens de la Bretagne, c'est un peu comme la Silicon Valley pour Oui. plein de jeunes Français, quoi. Et Oui, c'est vrai. c'est loin, c'est haut. Pierre Quiroga, qui a été détecté par le SEM et qui ensuite a été pris en main par le pôle de Port-la-Forêt, parce qu'il a été sélectionné par Massif. On voit, c'est vraiment c'est la montée à la capitale, quoi. On a vraiment cette sensation-là. Ouais, c'est ça. La course au large s'est beaucoup développée évidemment en Bretagne, par ici, ce qui est une excellente chose. Et en Méditerranée, on n'a pas su garder finalement des choses qui étaient importantes pour poursuivre finalement cette progression et amener des jeunes à faire ça. Notamment des courses comme la Generali solo qu'on a perdu et qui étaient des épreuves qui étaient formidables pour ça, parce que ça permettait à des jeunes de se tester un petit peu et puis de montrer ce que c'était, voilà. quoi. Et on voit par exemple avec Achille que lui il a pris la décision de faire ça, il a jamais fait de course au large, il a jamais fait ça, voilà, et que la première année il est pas complètement à la rue, il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais il a à la fois envie et à la fois le talent. Et on sait que les transferts de la voile légère vers la course au large sont souvent en termes de niveau sont souvent très bénéfiques, hein. Oui. Oui. De toute façon, Pierre Le Boucher, on est l'incarnation. Bien sûr, hein. bien sûr. Tout ce qu'on apprend sur les petits bateaux, vraiment, c'est super important pour la suite. Après la course au large, il faut rajouter plein de choses, notamment la phase économique. Ouais. La phase économique. Ouais. Alors, on va parler justement de tout ça parce que c'est le moment du flashback, le fameux flashback d'Into the Wind. Pour le coup, tu n'as pas suivi cette filière-là, tu n'as pas suivi de filière, tu as suivi ta propre filière. J'ai pas su faire. Alors, tu vas nous expliquer, mais quand on regarde un petit peu, quand on se renseigne sur toi, quand on fait le petit dossier traditionnel pour préparer cette émission, t'es né en Dordogne, ouais, dans un petit patelin. Alors il faut que je le regarde à Saint-Pardoux-la-Rivière, ah oui. À côté de Périgueux, enfin. Ouais, dans le nord, dans le nord de Périgueux, ouais, voilà. Dans le nord de la Dordogne. Exactement. C'est un superbe pays. Voilà. Et voilà. t'as appris la voile sur un étang, ce qui nous a donné un très joli titre de livre qui était le plus grand marin de tous les temps, là, qui était ta première biographie. Raconte-nous un petit peu comment, quand on est en Dordogne, un jour, on fait le Vendée Globe, puis le Tour de Bretagne, ce truc-là. Comment la connexion se fait? Raconte parce que c'est improbable. Oui, c'est improbable, mais finalement, c'est assez simple. Mes parents s'intéressaient à pas mal de choses. Mon père était quelqu'un, malheureusement, il est plus des nôtres, était quelqu'un de. Il était médecin, je crois, hein, c'est ça? Il était médecin, mais il s'intéressait à beaucoup de choses. Il faisait la musique, il faisait la photo. Et puis, il faut se rappeler que il y a longtemps, alors les jeunes qui vont écouter cette émission ne le savent pas, mais il y avait beaucoup de choses. Et la voile était quelque chose de très, très, très particulier. Il y avait les gens qui faisaient la voile, en fait, c'était des grands bricoleurs. Ils construisaient eux-mêmes leurs bateaux. C'était la construction amateur à tous les étages, quoi. Voilà. Donc, pour faire du bateau, il fallait être d'abord bricoleur, quoi. Surtout, quoi. Aujourd'hui, il faut être ingénieur. À l'époque, il fallait être bricoleur. Et mon père était un très, très bon bricoleur. Et il s'était amusé en Dordogne à construire un petit bateau. Alors, le premier, ça a été un Cap Corse. Un bateau de 5 mètres 50. Ouais, c'était pas mini à l'époque, mais c'était la même taille, en bois moulé, parce que c'était finalement un matériau que les bricoleurs amateurs arrivaient à travailler assez facilement. Donc il avait commencé à fabriquer ce bateau-là. Il avait mis à l'eau le bateau à La Rochelle, voilà. Et puis il s'est vite aperçu que le Cap Corse, il y avait des choses à modifier. Donc il était un peu malin, mon père. Pas que d'ailleurs. Des fois, il était pas malin du tout. Et il s'est dit, celui-là, il va pas, donc je vais faire des modifications. Il a fait un autre bateau, un peu plus grand, qui faisait 6 mètres 20, voilà, qui s'appelait le Mazo, et qui était le seul plan de pavant qui existait sur cette planète, d'ailleurs. À l'époque, on rappelle juste, il y avait pas beaucoup de bateaux sur le catalogue, quoi. L'industrie française. Non, ça n'existait pas. Dans les années 60, il y avait pas de bateaux de série. Si, dans les dériveurs, il y avait des. Peut-être un Muscadet, voilà, c'est ça. Mais c'était même, les Muscadets, c'était quand même des bateaux construction amateurs, voilà, un peu développés. Voilà. Et puis le deuxième bateau, à un moment, il a fallu le mettre à l'eau. Et mes parents se sont posé la question où ils allaient le mettre à l'eau. Donc il y avait plein de changements dans leur vie. Ils se sont dit, bon, la Dordogne, c'est bien, on a fait le tour. J'avais 10 ou 15 ans qu'ils y étaient. Ils disent, soit on va sur la côte Atlantique, soit on va en Méditerranée. Ils sont installés au Bord-du-Roi à l'époque où Port-Camargue se construisait. Donc il y avait, avec la mission Racine, il y avait des tas de marinas. C'était très nouveau à l'époque, dans les années 70. Donc ces marinas qui se construisaient, ils ont passé le pas. Ils ont dit, bon, allez, voilà, on y va, on essaye, on s'installe au soleil. Et ils sont installés au Bord-du-Roi. Mon père s'est installé donc il a créé un cabinet, le premier cabinet de médecine à Port-Camargue.
Et moi, j'avais 10 ans. Faut rappeler, hein, moi je suis allé à Port-Camargue plusieurs fois, j'ai fait le Triangle du Soleil, imagine-toi. Oui. Et c'est des étendues un petit peu désertiques, quoi. C'est la Camargue, et c'est pas du tout urbanisé. Ah, pas du tout. Et 30 ans plus tard, c'est l'un des plus grands ports d'Europe, hein. Et donc c'est une terre des pionniers, quoi. Des marais et des moustiques, hein. C'est le seul truc qu'il y avait. Et ils ont fait quelque chose d'assez incroyable. C'est formidable, hein, ce qui a été fait. Aujourd'hui, on est incapable de faire des projets aussi facieux. C'est absolument incroyable. Et finalement, moi, je suis arrivé. Alors moi, j'étais un peu perdu quand même à l'époque. Moi, je me souviens que quand j'avais 10-12 ans, là, j'étais perdu. D'abord, j'allais à l'école avec Morte. Pour traumatiser des gamins, il y a rien de pire. Et puis moi à l'époque, je faisais en Dordogne, je faisais de l'équitation, je faisais du cheval, c'était un grand truc. Évidemment, il n'y avait pas de bateau, mais il y avait des chevaux. Et moi, c'était ma passion. Je faisais des concours épiques, je faisais beaucoup de choses. J'étais déjà à la compétition quand même. Et je perdais ça, quoi. Je perdais mes repères, mes copains, c'est pas le bon âge pour le déménagement, voilà. Et waouh, j'étais perdu. Et puis finalement, il y avait une école de voile qui était incroyable, la première école de voile qui était vraiment une école modèle, hein, l'école de voile de Port-Camargue, qui était toute neuve, qui était un truc. Tout l'équipe de France venait s'entraîner régulièrement. Il y avait toutes les équipes nordiques qui venaient s'entraîner l'hiver parce que chez eux ils peuvent toujours pas d'ailleurs. Et moi j'ai vécu dans cet univers-là, l'école de voile, avec mon optimiste, à sillonner tous les canaux de Port-Camargue, donc je connais ça par cœur. D'accord. Voilà, donc t'as ouvert Port-Camargue, quoi. J'ai ouvert les voies maritimes de Port-Camargue quelque part. Et là, il y a un peu de compète, il y a un peu d'interligue. Oui, on n'optimise pas trop. Je commençais à faire des régates. J'ai commencé en motorhop. En motorhop, j'en ai fait un peu plus. J'étais très fier, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que j'étais très très fier de ma première photo dans Voiles et Voiliers. C'était un truc incroyable, donc c'était dans les années... Non, bien avant. C'était genre 14 ans, donc dans les années 75. On va dire 75, je faisais championnat de France à Maubuisson. Voilà, et puis évidemment, Maubuisson, au mois de septembre, il y a des orages, etc. Et puis on s'était pris une espèce de grain énorme, toute la flotte avait chaviré. Et ma première photo, je suis à 50 mètres de mon bateau qui avait chaviré, je rejoins à la nage, et je finis la manche quand même. Voilà, j'étais très très fier de cette photo, c'est idiot. Bah non, mais la première photo d'un voilier, c'est très important. Ça compte. Et donc du coup, un peu de régate, un peu de... Oui, beaucoup de régate, et puis je me suis assez vite mis à l'habitable. Voilà, donc je naviguais sur tout ce qui passait. Il y avait à l'époque dans la baie d'Aigues-Mortes, il y avait quand même cette effervescence avec la mission Racine, avec ses Marinax, la Grande Motte, Port-Camargue et puis les autres sur les PO et l'Aude, avait attiré pas mal de gens quand même qui venaient de l'univers très très différent. Et ça régaitait beaucoup. Je me souviens qu'il y avait sur les challenges d'hiver, il y avait 150 bateaux. Ah oui. C'est partie des gros challenges d'hiver et on naviguait sur tous les bateaux qui se présentaient, quoi. Il y avait beaucoup de petits. Et donc à l'époque c'était du quarter tonne, du mi-tonne. J'ai fait beaucoup de mi-tonneurs, de micro aussi. D'accord. Voilà, et puis des plus gros bateaux. On naviguait sur plein de choses. Et puis très très vite, à l'âge de 14-15 ans, je faisais des convoyages en solo. On naviguait partout en Méditerranée. Donc on allait en Italie, on allait en Espagne. Et moi je convoyais beaucoup de bateaux comme ça, mais j'avais 14-15 ans, quoi. Ah oui, donc le solitaire, il commence très tôt. C'était un habitable très tôt. C'était incroyable. Mes parents me laissaient partir. Et c'est ça qui a beaucoup changé, je trouve, dans notre société actuelle. C'est qu'on avait une espèce d'insouciance, quoi. D'insouciance, ouais, c'est ça. Qui permettait... et de confiance aussi. Parce que d'insouciance, de confiance. Tu veux dire que s'il savait, s'il savait comment ça se passait. Aujourd'hui, moi qui fais ça, jamais j'aurais laissé mes enfants partir à 15 ans au large, aller aux Baléares avec des bateaux qui étaient pas forcément des bons bateaux. Voilà. Et à cette époque-là, il faisait ça. Moi, je me souviens à 15 ans, on avait donc un pote qui avait un super Harlequin. Donc, Altoner à l'époque. Voilà, il nous l'avait laissé. On avait 4 copains qui avaient 15 ans. Et on était partis en croisière aux Baléares à 15 ans. 15 ans. Voilà.
Donc là, et on le rappelle, hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Il fallait quand même savoir se repérer. Bon, on a eu plein d'aventures, mais on a appris beaucoup de choses à cette époque-là. J'imagine. Et là, est-ce qu'il y a déjà des petites graines sur je veux partir très très loin, je veux faire la course, on est à l'époque la course, oui. Il y a déjà eu les transats de Tabarly, la route du Rhum approche, etc. Ces trucs-là commencent à rentrer dans ta tête? Non, pas vraiment. Ça commençait plus tard. En fait, à 17 ans. À 17 ans, il y a la première édition de la route du Rhum. Voilà, 78. Et ça m'a marqué, quoi. Ça, vraiment, je trouvais ça formidable, quoi. Cette course-là. T'es allé à Saint-Malo, non? Tu t'as tout dans les journaux et à la télé. Voilà. À la télé, c'était incroyable, cette image-là de l'arrivée de Mike Birch en Guadeloupe. Moi, ça m'a fasciné. Et là, ça a changé quand même pas mal de choses. Je me suis dit, ça, je veux le faire, quoi. Faut vraiment le faire. Alors évidemment, comment on y va, quoi. Ça, t'as envie, mais comment tu fais? Alors là, moi, j'étais perdu, quoi. Donc moi, j'ai fait des études très très courtes parce que je voulais. Donc à cette époque-là, je me dis, moi, je vais être sur la mer, je vais être océanographe, je vais être cousteau. Là, c'était mon truc. Donc j'ai passé mon bac, je me suis inscrit à la fac de sciences, et puis banco, je suis resté 2 semaines. Des études rapides, très efficaces, bien menées. Et je suis allé sur l'eau, quoi, parce que je sais plus à l'époque, j'avais un autre truc, voilà, j'ai acheté vieille épave avec mes parents. Donc j'ai acheté une vieille épave, à l'époque c'était quoi, un rorqual, qui s'appelait Rackham le Rouge. Je me dis, moi je vais aller sur l'eau, donc voilà. Et je suis parti, j'ai fait monter une école de voile de croisière. D'accord. Avec ce truc-là, ça a duré. Donc entrepreneur directement, quoi. Oui. Pas de vie de salarié, pas de vie de bureau, entrepreneur. Bon, si, parce que j'ai fait 1000 boulots. J'ai travaillé dans les chantiers navals, j'ai construit, j'ai creusé des fosses septiques, j'ai fait plein de choses pour gagner ma vie, parce que voilà, il y a un moment, c'est un choix, hein, et mes parents étaient assez bons là-dessus, c'est-à-dire, bon, si tu veux pas faire d'études, bah, tu travailles, quoi. Voilà, et puis j'ai fait ça. Voilà. Mais ils m'ont aidé quand même à faire, moi, parce que j'avais envie de naviguer, et donc pour acheter ce vieux bateau en bois qui était formidable. Et là, tu continues à régater toute cette période? Toujours, tout le temps. J'ai toujours régaté. Depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours régaté. D'accord. Alors, plus ou moins, selon les trucs que je faisais. J'ai toujours régaté, j'adorais ça. Et alors, cet objectif de faire de la course au large, il est toujours là, mais tu vas mettre très 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 longtemps à franchir le cap. Tu vas faire plein de trucs en temps. Il faut attendre l'âge de 40 ans pour que je puisse y aller vraiment. Alors, parce que là, donc là, on vient de passer de 20 ans à 40 ans. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'entre temps, il y a eu des trucs. Moi, j'ai fait en 84. En 84, j'avais 22 ans ou 23 ans. On a fait un truc incroyable qui s'appelait la Transmed. Ah oui. Transmed, il y a eu 3 éditions. Et donc, le parcours, celle que j'ai faite, moi, j'en avais fait qu'une de Transmed, celle de 84. C'était la Grande Motte, Alexandrie, aller-retour, au mois de février. Engagé. Il y a moyen que ça soit sportif. Engagé, le truc. Au mois de février. Mois de février. Et pourquoi février? Il y avait plein de bateaux. Il y avait 35 bateaux. Donc il y avait. Et pourquoi février? C'était. Alors pourquoi février? C'est une bonne question. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était. C'est incroyable comme date. Aujourd'hui, un organisateur de course n'arrive pas à dire, déjà, j'ai fait une course en février. Mais c'était l'équivalent de la route du Rhum, mais autant de monde. C'était fou, ce truc-là. Et donc, on avait fait ça. Moi, j'avais un copain qui s'appelait Gérard Danson, qui à l'origine qui était architecte naval, qui construisait des catamarans, qui sont très connus aujourd'hui, qui sont de chantier outre-mer. D'accord. Et lui, il avait construit son premier catamaran pour la route du Rhum en 82. Enfin, pour la route du Rhum 82. Voilà. Et donc le bateau en 82, il finit pas la course. Et ce bateau, il traîne, un coup à La Rochelle. Et je lui dis, voilà, ton bateau, il nous intéresse. On veut faire la Transmed. C'est un bateau de 45 pieds. Et nous, il dit, ok, on y va, quoi. Donc il nous a laissé le bateau. Et puis on a trouvé un partenaire qui était Union Matériaux à l'époque. C'est un marchand de matériaux pour la construction de maisons. Et on est parti avec donc lui, Gérard Danson, plus 2 copains, un mec que j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps, là, Cafi, que j'ai retrouvé cet été. Et puis on est parti, voilà. Et Patrick Massé, quoi, Patrick Massé, c'était un bon copain qui était DJ dans une boîte de Montpellier, mais qui était bien plus que ça, évidemment.
Et on est parti à l'aventure avec ce bateau. C'est ta première course au large en fait. C'est ma première course au large. Tes premières donc, nuits en course. 84. Voilà. D'accord. Voilà. Et à l'époque, il y avait Glixban, il y avait François Le Boucher, tous les jeunes il y avait Cartozon, il y avait des bateaux incroyables. Oui, puis alors pour les plus jeunes qui nous écoutent aussi, les années 80 dans la voile de compétition c'est les années des très grands trimarans, des grands catamarans, pardon. Oui. C'est les années royales, Jet Service, tout ça, c'était des grands. Il y a une effervescence qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui, hein, mais c'était les bateaux. Il y a eu quand même beaucoup de gâchis, hein, quand même. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, en termes d'émulation et de gigantisme et de sponsors qui arrivent, on est dans une première période, justement, en post-route du Rhum avec ces très grands bateaux. Sorciers, voilà, c'est l'époque de Rosière. Les Praos. Voilà, les Praos. Et puis nous, on a beaucoup souffert de ça, hein. L'histoire de l'âge. En fait, c'est incroyable, ces histoires. On voit, parce que là, je vais me permettre de dire un peu du mal. C'est 82. On voit ces images formidables de la route du Rhum, du départ de la route du Rhum avec le Prao. Le Prao de Guy Delage, Rosière, qui se fracasse en deux sur la ligne de départ. Qui se plie en deux. Qui se plie en deux. Des images qui passent partout. Tout le monde voit ces images-là. Ça n'a pas démonté. Juste après, il descend dans le sud, parce que dans le nord, il s'est un peu grillé. Il descend dans le sud, et il va voir, à l'époque, Georges Frêche, qui était le maire de Montpellier, il dit, moi, j'ai un super plan, on va faire un Prao, un truc révolutionnaire. Vous allez voir, ça va être génial. Bon, Frêche, il met un peu de pognon, ils font le bateau. Le bateau, il est construit. Premier truc, c'est qu'ils débattent dans le port. Donc, ils reconstruisent un mât. Après, ils font les premières journées. Ils font 20 000. Puis le bateau disloqué, mais exactement comme l'autre bateau 4 ans plus tôt. Là, depuis, allez demander aux institutionnels de la région. Un truc de l'argent pour faire du bateau. Nous, on veut faire de la voile. La voile, mais jamais, quoi. Bon, ça va un peu mieux aujourd'hui, quand même. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Mais bon, il faut du temps. Il faut 35 ans pour effacer tout ça. Alors, du coup, dans ces années-là, tu vas pas embrayer, en fait. Tu vas continuer à avoir 1000 vies, quoi. Non, parce que j'étais perdu. Voilà, j'avais envie de faire notamment la solitaire du Figaro. C'est un truc qui me faisait. Déjà, quoi. Ah oui. J'avais envie de faire ça, voilà. Et en fait, je savais pas comment faire. Moi, je suis plutôt introverti. Je suis plutôt quelqu'un de timide. Voilà, je suis pas exubérant. Je suis pas une grande gueule. Et je savais pas comment aller. D'abord, j'avais peut-être pas suffisamment confiance en moi et aller chercher des sponsors. Alors, vraiment, c'est le dernier truc que je savais faire. Je savais pas faire. Je sais toujours pas faire d'ailleurs. Mais bon. Et donc il fallait que je bosse. J'ai eu des enfants très tôt. Le premier, j'avais 22 ans. Il était encore là sur la solitaire du Figaro. Vous avez peut-être croisé d'ailleurs. Non, je l'ai vu. Hugo. Il préparait le bateau d'Achille. C'est ça. Voilà. Des 5, c'est celui qui fait le plus de... Oui, c'est le seul qui fait la voile. Oui, parce que dans les 5, il y en a un qui est cuistot, voilà, il est passionné de bouffe, l'autre c'est le graphisme, l'autre c'est le journalisme, voilà, donc il y a tout. T'as une équipe, complète pour les projets, c'est parfait. Oui, j'ai bifurqué parce qu'il fallait bosser, donc on a monté plusieurs trucs qui ont plutôt foiré. Et puis à un moment, je suis tombé sur un plan. J'avais plus de bateau parce qu'entre-temps, le bateau avec lequel j'avais fait la Transmed, j'avais la racheté pour faire des charters, des sorties à la journée. Je suis peut-être le premier d'ailleurs à avoir lancé ce truc-là dans le sud, faire des sorties comme fait Alain Gauthier à Lorient aujourd'hui. Donc on a fait ça quelques temps. Et puis j'avais revendu ce bateau-là. Et cette année, j'avais plus de bateau. Donc je faisais l'été en général, je faisais des croisières. Aux Baléares, ou en Corse, ou en Tunisie, enfin partout en Méditerranée. Et cette année, j'avais plus de bateau. Et donc, je me suis retrouvé sur un carré de sable qui s'appelle l'Espiguinguette. L'Espiguette, plus exactement, qui s'est transformé en Espiguinguette. D'accord. On a monté un truc et on y est resté 30 ans, alors que c'était vraiment très très provisoire. Donc là, c'est ce qu'on appelle être plagiste. Plagiste, voilà. Parce que j'adore ce concept, quoi. Tu t'es retrouvé plagiste. Ouais, je me suis donc en fait, t'as une petite guinguette qui est démontable. C'est un carré de sable où il y a rien. On doit démonter. On a l'autorisation de monter une cabane au début mai et il faut la démonter fin septembre. D'accord. Et entre deux, il fait beau, l'eau est chaude, les filles sont jolies et puis allons-y quoi. Voilà. D'accord. Et donc on boit des coups, on a des jeunes, voilà, donc on servait à boire, pas d'alcool, on faisait à bouffer. Et puis on loue des matelas et des pédalos. D'accord, ah ouais, ok. Et alors les pédalos, c'est quelque chose de formidable parce que ça marche tout le temps. Moi, à l'époque, donc j'ai commencé en 87, donc c'est la naissance de ma deuxième fille.
Et moi, je dis PLO, ça marchera jamais. Bon, ils étaient là, tu vois, donc on les a gardés. Et en fait, ça marche à bloc, quoi. D'accord. Au moins, on est sûr de pas perdre les bateaux. Parce qu'après, on a fait évidemment, c'était un grand, tu parlais de Robinèche tout à l'heure, mais c'était à grande époque des planches à voile. Moi, j'en faisais beaucoup. Et donc, c'était un spot, au départ, c'était un spot de planches à voile. On louait des planches à voile. Et donc, on a fait ça. Mais alors, ça, par contre, c'était une ruine, quoi. Donc, tout ce qui était voile, c'était une ruine. Les hobbycats, les planches à voile, c'était une catastrophe. C'était ça parce que c'était notre passion, mais globalement, c'était une aberration. Le modèle économique, ça marchait pas du tout. D'accord. Et donc, du coup, l'été, tu fais, à la belle saison, tu fais, voilà, tu fais plagiste. L'été, je faisais ça. Finalement, c'était pratique. Pour les enfants, parce que nous, quand on bossait ensemble, ils ont passé, tous les enfants, les 5, ils ont passé des étés formidables pendant 30 ans, parce que c'était vraiment, pour eux, c'était vraiment le bonheur. Et nous, ça nous permet de travailler avec eux. Et puis c'était un lieu de rencontre vraiment intéressant qu'on adorait. Oui, alors, c'est pas pour les gens qui connaissent pas forcément bien le sud de la France, c'est pas une plage bondée, c'est plutôt c'est une plage extraordinaire. C'est fait, c'est la seule plage de Méditerranée où il n'y a pas d'habitation. Voilà, c'est ça. C'est un truc sauvage. Voilà, ça ressemble aux Landes. Voilà. Donc c'était un endroit vraiment génial. C'est pas les plages privées des hôtels de la Côte d'Azur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pas un truc luxueux. Bon, il y a beaucoup de fillaristes qui sont passés parce qu'on a fait quelques fêtes là. Non, certains se souviennent. Ils se souviennent peut-être pas de tout d'ailleurs, mais pas de nom. Mais c'était un endroit qu'on adorait, qui était vraiment sympa, qui était un endroit difficile, qui ressemble finalement à quelque chose qu'on retrouve en mer, quoi, parce que c'était un lieu, c'est sur une pointe. Donc il y a du Mistral, il y a du vent d'est, il y a l'eau qui monte, qui repart, il y a du vent, beaucoup de vent, et puis du sable qui vole tout le temps. Mais c'était un endroit qu'on adorait. Et l'hiver, du coup, je me suis mis à convoyer des bateaux. D'accord. Donc là, j'ai convoyé beaucoup de bateaux partout. Je faisais plutôt des grandes distances, je faisais pas de petits trucs genre la Corse. Je faisais plutôt l'Australie, la Chine, la Polynésie, beaucoup les Antilles évidemment. Voilà, donc je faisais plutôt des grandes distances. Et là, j'ai fait ça pendant très longtemps. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À te débrouiller par toi-même, j'imagine. Oui, appréhender des histoires de météo, les bricoles, naviguer, beaucoup, ouais. Tout naviguer propre, parce qu'il faut pas, c'est des bateaux de clients, donc il faut pas les ruiner, voir quand ils sont neufs, c'est les amener en bon état. Souvent, il y a encore les coussins. Moi, j'ai vu des copains partir. Encore, j'ai pas fait, mais on voit les coussins sont sous plastique et tout. Moi, je convoyais beaucoup de bateaux de propriétaires, mais je fais allusion au convoyage vers les Antilles l'hiver, les bateaux qui sont construits en France et qui partent, qui sont achetés partout. Ils dorment sur le plancher. Voilà, ouais, c'est terrible, quoi. Non, nous, on profitait un peu des bateaux. En général, c'était des gens avec qui on avait des bonnes relations, et donc on profitait du bateau, on partageait leur bateau et la vie à bord des bateaux. Donc, c'est vrai que c'était une période plutôt sympa où on a fait plein de choses. Du coup, on a beaucoup voyagé. Beaucoup voyagé. Et puis, j'ai essayé de compenser aux escales avec les enfants. Comme je partais évidemment longtemps, on a essayé de compenser avec les enfants. Ils venaient aux escales, on profitait des bateaux que je convoyais partout sur la planète. Voilà. Ouais, c'est une belle vie. Ah oui, c'est une très très belle vie. Et d'ailleurs, ma fille, ma dernière, Lily, on lui a offert un album de photos de partout où elle est allée pendant ses 20 premières années de la vie. C'est incroyable. C'est assez incroyable. Et là, pour le coup, tu peux plus régater si tu fais la plage l'été et le convoyage d'hiver. Alors, je continue à régater quand même quand j'étais entre deux convoyages, même l'été, on continue à régater, mais effectivement un petit peu moins. Mais on faisait toujours des régates l'hiver, il y avait toujours des trucs qui se passaient, donc on continue à régater. Oui. Et dans un coin de ta tête, il y a toujours ces projets-là, l'idée de... D'accord. Du coup, tu dis, je le mets de côté, je vais le faire, pas pour tout de suite, j'assure les barrières. Je pensais que je savais pas si je le ferais un jour. Le fait qui est sûr, c'est que j'avais très très envie. Voilà. Et je me souviens de la plage, d'ailleurs la plage a été un moment important parce qu'on rencontre plein de gens, on a fait plein de connaissances, des copains, et mon premier sponsor qui m'a permis de faire ma première solitaire du Figaro. Au départ, c'était des clients de la plage, quoi. D'accord. Des clients qui sont devenus, mais très très rapidement, des amis avec qui on a navigué. Justement, on a traversé l'océan Indien avec eux bien avant qu'on fasse du Figaro. Et puis, ils voyaient bien que j'avais très envie de ça. Et puis, ça le titillait un petit peu. Et à un moment, il m'a dit, allez, banco, on y va, quoi. Donc là, c'est 99. Alors, c'est 2000 en fait. C'est 2000. Moi, j'ai commencé en 99 parce que avant de demander à des copains de devenir mes premiers sponsors, je voulais vraiment savoir si j'étais capable de faire ça. Oui.
Donc ça fait un petit test d'un petit. Exactement. Juste avant, j'y repense en revoyant mes notes. Juste avant, en lisant beaucoup d'articles sur ta carrière, j'ai lu que tu avais navigué sur le lac Tanganyika. Ah oui. Alors ça, il faut que tu nous racontes parce que ça, c'est pas un convoyage. Non, ça c'est pas un convoyage, c'était un autre projet. C'est les grands. Donc là, on parle des grands lacs d'Afrique. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, ça c'était un projet absolument génial. Pendant quelques années, on a fait ça. Donc j'avais un voisin dont le père était travaillait chez Elf Aquitaine. Il était chercheur et il allait lancer un projet pour essayer de comprendre la formation du pétrole. Il y avait un endroit particulier où forme le pétrole, c'est la rive vallée, c'est-à-dire la fracture dans l'est de l'Afrique qui coupe l'Afrique en deux, c'est-à-dire de l'Égypte. C'est la faille du Rif, c'est ça. Voilà, hein c'est ça. Ouais. Depuis l'Égypte, c'est la vallée du Nil. C'est exactement. Et donc le projet, c'était d'aller étudier ce truc-là sur le lac Tanganyika. Enfin, c'est cette partie-là, notamment le lac Tanganyika. Sauf qu'évidemment, le lac Tanganyika, c'est un lac qui a 1000 mètres d'altitude, qui est énorme, hein, qui fait 1000 km de long, qui fait au plus large, ça fait 60 ou 80 km de large. C'est de l'eau douce, à 28 degrés. Il y a des espèces animales incroyables qui n'existent nulle part ailleurs. Et c'est un peu la Suisse de l'Afrique. C'est un endroit incroyable. Et donc, il a monté un projet qui était de faire construire un bateau, l'amener par container sur le lac Tanganyika, et puis d'y faire toutes les recherches qui étaient nécessaires pour découvrir un petit peu le fonctionnement du truc. Bah, il y avait quand même l'espoir de trouver du gaz et du pétrole dans le lac. Heureusement, ils n'ont pas trouvé parce que ça aurait été une catastrophe incroyable, mais bon. Et donc, on a construit ce bateau-là. C'est un catamaran de 11 mètres 80 parce qu'il fallait que ça rentre dans un container coupé en deux. Alors, c'est une espèce d'engin affreux. Donc, on l'a construit à Nantes, près de, comment ça s'appelait, Blain. Oui, c'est ça, c'est Blain. On construit ce truc là-bas. Donc, le bateau était coupé en deux. Il était relié. Après, on rapprochait les deux plateformes. Et puis, il y avait, je sais pas, des milliers de boulons qui traversaient. Le truc, il faisait je sais pas combien de tonnes. Et donc, on a construit, on a redescendu le bateau chez nous à Port-Camargue. On a fait l'aménagement du bateau à Port-Camargue pendant une bonne année. Et après, on a redémonté le bateau, on l'a mis dans les containers, on l'a amené jusqu'à Mombasa, donc au Kenya. Et après, 1500 km de piste sur 2 camions. Et arrivé à Bujumbura, donc au Burundi. Et donc, on a remis le bateau à l'eau. Alors, c'était formidable parce que le bateau était au mouillage, au milieu des hippopotames. Ah ouais. Donc, les hippopotames dans l'eau, ils sont assez inoffensifs. Par contre, quand ils sont à terre, ça galope vite, super vite. Et bon, il y avait un peu de tout dans ce lac, c'était une année. Et puis après, on est parti sur l'eau. Donc la première mission, on l'a fait à 2. On a fait toute la cartographie du lac. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas, évidemment, il n'y avait pas de carte, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de sonde, il n'y avait rien. Donc on est parti avec un énorme sondeur qui remplissait une cabine entière. Voilà. Et on a fait toute la cartographie du lac. Donc on faisait tous les 500 mètres, de long en large, tout le lac. Donc on a repéré des tas d'endroits, des mouillages, des endroits pour pouvoir s'abriter. Et ça c'était vraiment sympa parce qu'il y avait évidemment le lac Tanganyika, il y a des réserves d'animaux partout, sauvages. Voilà, donc le soir, t'arrives au mouillage, faut faire attention à l'hippopotame, peut-être pas les se baigner parce qu'il y a des crocodiles. Oui. Enfin, c'est... Non, et puis il y a des endroits, et puis on s'est retrouvés, si tu veux, à mouiller, tu vois, devant des villages de Maasai, à être invité à bord, à manger des trucs un peu douteux. Mais c'était formidable. Parce qu'on avait quand même un engin, il y avait des radars, il y avait des trucs électroniques, c'était un bateau moderne, tu vois, ça n'existait pas, il n'y avait pas de bateau comme ça. C'était des aventures incroyables. Ça a duré quelques années. Ah oui, quelques années. Ouais. On est allé par mission. Moi, mission, oui, c'était une mission de 2 mois. Voilà, et je me souviens d'une autre mission où là, on avait besoin, de faire du carottage. C'est qu'en fait, on plantait des carottes au fond pour récupérer les sédiments qui étaient après expédiés en France pour les étudier. Et donc il y avait le catamaran, et puis il y avait on avait loué une espèce de plateforme, une espèce de bateau de pêche, c'est le Colette qui était en acier. Donc il devait y avoir 20 cm de franc-bord, et moi j'étais capitaine du Colette. Quoi. D'accord. Voilà. Il faisait 20 mètres, c'était un truc improbable. Et donc c'est une plateforme très plate, et au milieu tu avais une cabine, donc avec la barre à roues. Et moi, j'avais mis une tente sur la cabine. Tu vois que la cabine, elle devait faire 2 mètres par 2, quoi, à peu près, tu vois. Et moi, j'ai dormi en haut. Voilà. Et donc, on suivait, on faisait des missions de carottage. On avait pas mal de matériel.
Et donc là, au milieu du lac Tanganyika, dans un coin de ta tête, il y a la solitaire du Figaro. Ouais, toujours. Et ça, Toujours, on continuait à penser à ça. T'évites les hippopotames. Lac Tanganyika, on parle de ça, j'avais 22 ans, parce que Hugo était déjà né. J'avais 22 ou 23 ans. On était encore loin. Alors, du coup, on revient. Je suis désolé, mais je suis désolé, là, j'ai marqué Tanganyika pour l'exclamation, donc il fallait vraiment que tu racontes ça. Donc le client de ta plage qui te dit on va y aller. Alors avant tu dis le 99 une première solitaire sur fond propre quoi, si je comprends bien, pour voir un petit peu ce que tu vaux quoi. Oui, c'est ça. Moi il se trouve qu'il y avait à l'époque la Solo Méditerranée qui s'appelait la Solo Med, qui s'appelait Generali Solo, enfin cette course là qui était le pendant de la solitaire du Figaro, qui passait tous les ans en Méditerranée au mois de juin. Et donc en 99, je dis bon, il faut que je me teste quoi. Je veux faire ça. Je proposais donc à Christophe de faire ça, mais est-ce que je suis capable? Je ne savais rien. Moi, je fais du solo, mais il n'y avait pas de régate en solo. Je savais que je savais faire du bateau, mais bon. Donc je loue le bateau de Laurent Pelcuer. Et t'as 39 ans, hein? Oui. T'as 39 ans. J'ai 39 ans, donc je suis un vieux déjà. Et je fais ça. Premièrement, le 7e. Wow. Super, c'est facile quoi. Bon, après j'ai pris une bâche parce que le bateau il était en un piteux état, c'était une catastrophe. J'ai tout pété sur ce bateau-là. Et je me souviens d'ailleurs d'une manche, alors je sais pas si c'est cette année-là, je crois pas que c'est cette année-là. C'est le Figaro 1, hein. C'est le Figaro 1, oui, bien sûr. Enfin bref, je prends une bâche, je fais le 20e, tu vois, ce Generali, mais j'apprends beaucoup et je me dis bon, je pense qu'en travaillant un petit peu, je pourrais y arriver quoi. Voilà. Et donc l'année suivante, je fais la G2R. Oui. Avec un bateau qui s'appelait Tortue à carapace molle. Celui-là, il est pas passé inaperçu quand même parce que fallait oser. Et du coup, c'était pas le nom du sponsor, c'était quoi? On n'avait pas de sponsor. Ouais, c'était ça. En fait, on a cherché des sponsors, mais on n'a pas trouvé. On avait des petits partenaires qui nous ont un peu amélioré les trucs, mais on n'avait pas de partenaire du tout. Alors moi, je savais que je ferais la solitaire du Figaro parce qu'on avait donc un partenaire, donc c'était Vivendi. C'était génial d'ailleurs parce que gros partenaire. Mon copain il était donc directeur général de la partie vidéo de Vivendi. D'accord. Christophe Rambaud, d'ailleurs que je vais voir demain ou après-demain. Donc c'est vraiment des très bons potes. Et tu fais avec qui la G2R en 2000? Avec Gilles Rabot. Et Gilles Rabot, il avait un peu le même projet que moi, donc il était de Carnon. Il voulait faire la solitaire du Figaro et puis on s'était dit bon on fait la transat de la G2R ensemble, on apprend et puis sur la solitaire voilà. Donc on avait 2 bateaux. Donc j'avais loué un bateau pour l'occasion et puis quelques mois avant la transat à G2R, j'avais demandé à ma belle-sœur de nous faire une déco du bateau. On n'avait pas de sponsor, on s'est dit au moins on va essayer de faire un truc un peu joli pour que le bateau il ressemble à quelque chose. Donc elle nous avait proposé des éléphants. Alors je sais plus ce qu'il y avait. Je crois qu'il y avait il y avait un alligator. Et tortues à carapace molle. Donc puis on avait les trois dessins là, et puis c'est les enfants qui ont décidé. La tortue à carapace molle c'est sorti à l'unanimité, c'était tortue à carapace molle. Bon, donc on décore le bateau comme ça et puis on monte le bateau à Lorient pour faire la transat à G2R. Et puis toujours pas de sponsor. Et puis on s'est dit bon allez, on va appeler comme ça le bateau. Hein. Et comment se passe cette première? Alors du coup, c'est ta première course, c'est ta première course en Bretagne, en tout cas. Non, c'est pas prendre. Parce que j'avais fait la micro, j'avais fait pas mal, j'avais pas fait 2-3 trucs. Et puis j'avais fait quand même des trucs incroyables qui m'ont un peu lancé dans le Figaro. C'était le défi des ports de pêche. Ah oui. Défi des ports de pêche. Qui était une assez grosse manif à l'époque, hein. C'était tous les pêcheurs qui font un peu de bateau. En Figaro, puisque les bateaux c'était Figaro. Ouais, ça. Et donc, moi j'étais. Avec le Gros du Roi. Le Gros du Roi, c'est les pêcheurs du Gros du Roi, avec qui j'allais à l'école avec Morte quand j'étais gamin, qui m'ont dit, tu as l'air de faire du bateau, il faudrait que tu viennes avec nous. Alors je leur dis, ok, moi je veux bien venir avec vous, mais par contre on le fait sérieusement. Et ça, rien que de dire ça me fait marrer parce que faire sérieusement un truc avec les pêcheurs du Gros du Roi, c'est même pas pensable, quoi. Mais on avait réussi à faire quelques entraînements quand même. Bon, les mecs, c'était costauds. Et donc, mon premier défi des ports de pêche, ça se passait à l'Esconil. L'Esconil, en plein cœur du pays. Ah, là. Et là, c'était formidable. J'ai eu de la brise, c'était au mois d'avril, tu vois, et on avait gagné toutes les manches, quoi. Ah oui. Donc là, depuis, j'ai une statue au Gros du Roi. Mais à l'époque, si tu veux, j'avais rencontré des gens, notamment Denis Auro, qui m'avait dit... tous les autres bateaux de tous les ports de pêche sont équipés par des figaristes, quoi. Oui, il y avait du niveau, il y avait effectivement, à la barre, il y avait. Tu tapes dans l'œil des gens, quoi. Voilà.
Et je crois que c'est l'année suivante, c'était à Royan, je croise Denis Auro, que je connaissais pas du tout, tu vois, qui me dit tu devrais venir faire la solitaire du Figaro. Il est directeur de course de la Suède. Voilà. Il m'avait vu naviguer évidemment, et il m'avait dit tu devrais venir. À mon avis, tu t'en débrouilles bien. Et puis ça m'a un peu encouragé à aller un peu plus loin, quoi. Voilà. Alors du coup, tu fais la solitaire. Donc je fais la Transat AG2R qui se passe bien. Voilà, je crois que 3 jours avant l'arrivée, on était en tête. Après, on n'avait plus d'électronique, on n'avait plus de machin. C'était en vrac et puis on finit 10e. Mais par contre, ça avait tapé dans l'œil d'un coureur que tu connais bien, qui s'appelle Jean Le Cam, qui avait suivi ça avait fait marrer en fait. L'histoire des tortues à carapace, je pense que ça l'avait fait marrer. Et à l'époque, il bossait avec un certain Jacques Carès, avec qui moi j'avais sympathisé sur ma première solitaire, ma première Generali, donc 99, l'année précédente. J'avais sympathisé, c'est le seul mec avec qui, à l'époque il y avait Poupon, il y avait Jean Le Cam et tout. Ouais, c'est l'époque des rockstars, ouais. C'est l'époque des et puis tu vois, on était un peu sur les pontons, si tu veux, avec Jaco, tu connais Jaco, c'était facile, tu vois, et du coup voilà, je me suis rapproché un peu de cette espèce de personnage. T'as des bons parrains en fait, t'arrives dans le milieu avec des et Jacques à l'époque il s'occupait donc de l'équipage de Jean. Il était sur Bonduel, je crois, sur Bonduel. C'est ça. Voilà, et en fait, Jacques, il me fait embarquer sur Bonduel, et puis on sympathisait avec Jean, et puis on a resté quand même 5 ans avec Jean. J'ai fait deux transats Jaguar avec Jean, et là j'ai beaucoup appris, et puis j'étais fier de rentrer dans ce milieu, ce petit milieu, voilà, de la course au large bretonne. Pour moi, c'était quelque chose de formidable. J'avais fait déjà une transat Jaguar avec Bernard Gallet, donc ça c'était en 2001. Et moi, j'étais très fier d'intégrer ce truc-là. Ouais. Très, très fier. C'était et c'était avant que je gagne la solitaire, finalement. C'était avant que tu gagnes la solitaire, ouais, d'accord. Et l'année suivante, je pense que ça m'a beaucoup mis en confiance. Bon, je m'entraînais beaucoup, j'avais beaucoup bossé quand même en Figaro, et en 2002, je gagne la solitaire. Alors là, ça c'est là où en fait tu scotches tout le monde, c'est que aujourd'hui encore plus qu'avant. Et toi-même, c'est qu'il faut des années. Enfin, la culture locale, elle est plutôt de 100 mètres, 100 fois remettre sur l'ouvrage sur le métier. Et là, toi, t'arrives du sud et à la 3e édition. Quand on regarde ils sont pas bien finis de moi quand même. Moi, j'étais plagiste. Je venais du sud. J'étais méditerranéen plagiste. Voilà. Forcément, tu vois. Et puis bon, je paraissais sur les pontons pour le mec cool, quoi. Ouais. Tu vois, pas le mec méchant, quoi. J'ai gardé sur mon ordinateur ouvert le palmarès des solitaires de l'époque. Donc je fais juste à partir de 91. Là, c'est Parlier, Desjoyaux, Vitel, Le Cam, Poupon, Le Cam, Camas, Desjoyaux, Le Cam. Donc là, on est que dans le bretonnant, à peu de choses près. Pascal Bidégory en 2000, Éric Drouglazet. Et là, Quito de Pavant en 2002. Et ensuite, derrière, c'est Armel Lecléache, Charles Caudrelier, Jérémy Bayou, Nicolas Troussel, Michel Desjoyaux, Nicolas Troussel, Nicolas Nivelle, Armel Lecléache. T'es l'erreur statistique, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que t'es le seul à avoir réussi à percer la muraille. Et en 3 éditions. Oui. Je fais, d'abord, ma première édition, donc c'est en 2000, je la fais plutôt bien. Je fais 3 étapes dans les 10. Mm-hmm. Bon, je manque de coulée dans la première, mais et j'ai un souvenir ému de mon premier départ sur le solitaire, donc 2000 à Arcachon, où je sors en tête du bassin d'Arcachon avec un wagon d'avance, quoi. Bon, c'était un truc formidable. Genre. Bon, après ça c'est un peu, je me suis mis à l'envers, je me suis mis sur un caillou à l'Île-Dieu, voilà. Enfin bon. Mais les trois suivantes, je crois que je fais 9 et 3. Mon premier podium sur la première solitaire. Et puis là, je fais pas premier bisu parce qu'il y en a un qui avait fait très fort, c'était Armel Lecléache, qui fait 2 et qui nous a mis un caramel sur une étape. Voilà, donc, et ouais, c'est bien passé, quoi. Deuxième, je fais dans les 10 ou 9, je crois. 8. 9, je crois. Et la victoire en 2002. 2002. Ouais. Et là, comment ça se passe? Est-ce que j'ai posé cette question-là à tous les figaristes qu'on a reçus sur ce podcast? Est-ce que il y a cette sensation de facilité, cette sensation que sur cette édition-là tout réussit? Alors, c'est ta 3e, donc t'as pas cette douleur qu'ont les autres qui la font pendant des années. Mais est-ce que t'as cette sensation un peu de survoler la course, les enchaînements se font bien? Non, tu vois, je gagne pas une étape, mais moi je suis super régulier, je suis toujours les bons coups. J'ai une espèce de il y a une espèce de truc qui se passe, voilà, il y a un moment où il y en a un qui est au-dessus du lot, à qui, voilà, rien peut arriver, parce que sur la dernière étape, je me souviens, je prends un filet de pêche, quoi, je me retrouve, en queue de classement, j'étais 30e, et puis je remonte petit à petit, voilà, pour arriver, voilà, je me retrouve en tête d'ailleurs, en manche, je finis 5, mais
je me retrouve, voilà, je remonte toute la flotte petit à petit, voilà, et tu te dis, c'est improbable. Toi-même, t'es surpris de la facilité. Oui, parce que moi, je m'y attendais pas à gagner la solitaire. Tu vois, je savais que j'avais le niveau pour le faire, mais il y en avait tellement d'autres. Voilà. Et si tu veux, je m'entraînais pas. Moi, j'étais plagiste, j'étais amateur. Moi, 15 jours avant, j'étais avec mes matelas, un truc. Tu vois, j'arrive un pédalo. Je mets le bateau à l'eau, et puis le lendemain de l'arrivée, je retourne sur ma plage, quoi. Ouais, j'étais amateur, quoi, totalement amateur. Et du coup, quel est le regard des concurrents quand ils te voient gagner? Bah, je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient les boules, clairement. Notamment les Bretons, parce que le deuxième, c'est quand même Gilles Curie, donc un deuxième Méditerranéen. Ouais. Là, ça avait fait quand même une grande claque, quoi. Toi, ils se sont posé des questions. D'ailleurs, après, ça a été plus dur de les battre. Hein. Je pense qu'ils s'étaient dit, il faut quand même qu'on resserre un petit peu les boulons, quoi. Voilà. Mais bon, moi je pense que j'étais très bien accueilli dans ce milieu-là. J'ai toujours beaucoup d'amis, tu vois, des Yann Eliès, des Jérémy Bayou, avec qui on a fait une transat quelques années plus tard. Il y avait des gens avec qui je m'entendais bien. Moi je me sentais bien, tu vois, dans ce truc-là. Et ça m'a donné énormément confiance en moi, de pouvoir accéder, d'être dans le match, dans cette série si particulière qu'est la Solitaire du Figaro. Ouais, ça m'a beaucoup apporté, quoi. Vraiment. Alors derrière, tu vas faire plusieurs solitaires, c'est les années Figaro. En fait, ouais. tu fais à 40 ans, tu fais un peu le cycle de formation qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'ai fait ma crise de la quarantaine, tu vois, en dedans du Figaro, et vraiment j'ai regretté de pas l'avoir fait plus tôt. Peut-être que j'aurais moins réussi. Peut-être bien. Parce que évidemment, quand je faisais pas le Figaro, je faisais autre chose. Et je pense que j'ai beaucoup appris, des choses qui m'ont beaucoup servi sur la solitaire. Là, c'est la bascule tout de suite. 2002, tu te dis bon, j'ai gagné la solitaire. J'arrête ton voyage, j'arrête. C'est un choc parce que quand tu gagnes la solitaire, il y a un mythe qui tombe. Tu as une espèce de truc qui est là, et tu dis mais merde, je fais quoi après, quoi. Et là, c'est compliqué parce qu'à l'époque, donc ce qui se passait, le Vendée Globe, c'était un truc pour les fous. Donc j'y pensais pas du tout. Et le seul truc que je faisais en parallèle, c'était du multi-orma avec Jean, quoi. Et le truc qu'on vendait à l'époque pour les figaristes, c'était de l'orma. On vendait la route du Rhum en orma. Et ça, je trouvais que ça, c'était pas très raisonnable. Déjà. Ah oui, je trouvais que c'était vraiment limite, tu vois. Donc déjà en équipage ou en double, tu vois, c'était chaud. En solitaire, je me sentais pas. Franchement, j'étais pas super confiant, tu vois, dans ce truc-là. Je trouve que les bateaux, c'était chaud, quoi. D'ailleurs, l'année où tu gagnes la solitaire, il y a la fameuse route du Rhum qui... Et je peux te dire que cette réflexion-là a été confortée par cette route du Rhum 2002 où ça a été un carnage, quoi. Sur 18 bateaux, il y en a 3 qui arrivent. Il y a encore pas tous en bon état. Et du coup, comment s'opère justement la bascule vers du coup le Vendée Globe qui est le projet. Le Vendée Globe, là, il va y avoir 6 ans entre les deux, mais c'est l'histoire de Jean. Tu gagnes une AG2R, tu gagnes la Generali, il y a plein de choses, quoi. Il y a des années. Après, en fait, le déclencheur, c'est quand même parce que je galère quand même pour trouver des sponsors. 2002, 2003, 2004. Donc on reste toujours avec Vivendi, mais Vivendi, Messier, il avait fait un peu des bêtises, donc ça plonge. Enfin bon. Et donc, je me retrouve sans sponsor, on se débrouille parce que quand même, j'ai ma carte de visite Solitaire du Figaro, ça aide un peu malgré tout, ça facilite pas tout, mais ça aide un peu, c'est-à-dire qu'au moins tu as une référence. Et quand tu prospectes dans le sud, parce que tu restes à Port-Camargue, hein, tu ne quitteras jamais Port-Camargue, tu dis j'ai gagné la Solitaire du Figaro, ça sert? Les entreprises du coin, non. Si. Quand ils sont passionnés, quand les dirigeants connaissent un peu, quoi. Oui, même si les gens ils mettent pas un chèque, ils disent celui-là quand même, tu vois, c'est quand même parce que ça fait quand même du prix. Si tu vois. Moi, l'année où je gagne la solitaire, j'ai vraiment que dans le sud, les gens ils appelaient ça un exploit, quoi. Si tu as un Méditerranéen qui gagne la course des Bretons. C'est pas passé inaperçu dans le sud, clairement. Ouais. Donc il y en a 2 qui ont fait ça, c'est Jean-Marie Vidal. Et moi. Et en fait, étonnamment, parce que Jean-Marie, il a gagné 2 quand même. Et à 17 ans d'intervalle à chaque fois. Donc, tous les 17 ans, il y a un Méditerranéen qui gagne la solitaire. Donc, il y a quelques années, donc c'était 2002, ça faisait quoi? C'est cette année. C'est cette année. Voilà. En principe, c'était un Méditerranéen qui aurait dû gagner. Là, il y a des erreurs statistiques. Un truc, ça s'est mal passé, quoi. Voilà. Que je disais, donc, la difficulté quand même à trouver des sponsors Oui. Et puis, moi, je naviguais donc avec Jean. Donc, lui, il fait un super Vendée Globe en 2004 avec un nouveau Banduel,
un plan Lombard. Et puis du coup, moi je me dis... C'est le fameux Vendée Globe avec Vincent Le Terrible, victoire de Vincent Rioux, jusqu'au dernier jour, oui, c'est ça. bagarre, etc., etc. Et à ce moment-là, il y a une espèce de déclencheur qui me dit, waouh, le Vendée Globe, c'est peut-être finalement ce qui est le plus logique. Les bateaux étaient simples, c'était des gros bateaux, mais ça, je me sentais capable, tu vois, de gérer ça, tu vois. Et c'est devenu une évidence que voilà, ce que j'ai envie de faire maintenant, après avoir gagné la solitaire, c'était le Vendée Globe, quoi. Et il se trouve que en parallèle, j'ai une connexion avec Bell par Jean d'ailleurs, hein, par la bande à Jean. Et puis ça se passe bien. Donc, Bell, il commence petit, il me dit on va faire un petit essai, ils mettent un petit budget pour faire la solitaire du Figaro. Ça c'est en 2005. Ça se passe bien, j'ai fait un podium. Ouais, je fais 3e, donc c'est Jérémy qui gagne, Michel Desjoyaux qui fait 2 et moi 3. Et ça met en confiance le groupe Bell, et l'année suivante, ils se disent bon ben là on va essayer. Donc toujours dans l'optique, parce que le projet Bell a toujours été construit pour une participation au Vendée Globe. Mais il fallait y aller pas à pas. En testant pas à pas. Voilà, ils voulaient pas faire n'importe quoi. Bell, c'était une entreprise dont la devise c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'est une fromagerie, enfin pour ceux qui ne qui savent pas. La vache qui rit. La vache qui rit, voilà. Le Babybel, la vache qui rit. Et donc en 2002, ils se disent voilà, on va essayer, on va tester en interne, voir ce que ça donne. 2005, ouais. Donc on commence à faire des visites d'usine. Donc ça c'était début février-mars 2006. Je vais dans les usines, dans l'Ouest, la Mayenne. Donc il y a un accueil un peu froid. Évidemment, le Figaro, personne ne connaît. La Transat AG2R, mais c'est quoi ce truc? Qui c'est ce mec? Voilà, donc les présentations, ça se fait dans les réfectoires, tu vois, les mecs, ils mettent 10 minutes pour manger, et puis il y a un mec qui baragouine, qui raconte ce qu'il va faire. Micro, Un truc super compliqué, quoi. Et là, je me dis, là, ça marchera jamais, quoi. C'est pas possible. L'ambiance est trop froide, ça marchera jamais en interne. Et puis, quelques semaines après, on prend le départ, donc à Concarneau, du coup, de la Transat AG2R, avec un Italien qui s'appelle Pietro Dali. Et puis là, bing, on gagne la Transat AG2R. À l'issue d'une bagarre incroyable. Une belle Transat, vraiment une très très belle Transat, on se régale. On passe un super moment et on gagne avec quand même un quart d'heure d'avance sur Dominique Vité, je crois. Et Lionel, le Manchois. Et là, dans les usines, c'est... la folie. Jackpot. Parce que d'un seul coup, si tu veux, les mecs, ils ont commencé à suivre, au début très timidement, et puis dès qu'on prend la tête, si tu veux, ils se prennent au jeu, et puis là, c'est un truc incroyable. Incroyable. Donc c'est là que tu gagnes ton ticket pour la Vendée, en fait. Ouais. Et puis j'enchaîne. Donc je fais la Transat AG2R. Ensuite, on repart en Méditerranée, les bateaux rentrent en cargo, on fait la Solo Méditerranée, ou la Generali Solo, je sais plus comment elle s'appelait à l'époque. Et là, je gagne. Ah oui. La Generali, devant qui? Pietro Dali. 1 point. Donc une bagarre intense là-dessus. Là, quelques semaines après, on part pour une nouvelle course qui part de Cannes pour aller à Istanbul, Cap Istanbul. Voilà. Et là, avec notre Italien qui s'appelle Alberto Spina, un grand copain que j'ai vu cet été chez lui en Sardaigne. Et la petite contre-performance, on fait que 2e. Et il se trouve que la même année, Bell achète une boîte en Turquie qui s'appelle Carper. Le bateau s'appelait Carper d'ailleurs. Et ils font un conseil d'administration à Istanbul au moment où on arrive. Donc là, on fait une grande soirée, donc on présente un peu le projet Vendée Globe. Et puis là, il y avait quand même une espèce d'émulation, tu vois. Les astres se sont alignés. Et j'étais encore à Istanbul quand ils m'appellent. Ils étaient rentrés à Paris, ils me disent Banco, on a validé, on fait construire un bateau pour le Vendée Globe. Là, je suis tombé dans les pommes. J'étais avec Alberto. Et il m'a vu blêmir, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait là, parce que là pour le coup on en rêvait, mais on savait pas faire. Évidemment, on savait pas faire. Ouais. Et donc du coup, et là on se retrouve avec un projet ambitieux qui était de faire construire un bateau neuf pour le Vendée Globe qui était 18 mois plus tard. Donc c'était sport en termes de timing. C'était sport. Et puis on s'est remis, on a remis un peu les idées claires. Là, on s'est mis au boulot. T'as une équipe, on n'a rien. T'es tout seul, quoi. On n'a rien. On avait un préparateur, Figaro, qu'on embauchait pendant un mois le temps de la course, et puis terminé, quoi. Et là, on se met, voilà, on cherche des gens, on cherche un architecte, un chantier. Donc on est un peu audacieux, on finit par
choisir VPLP pour faire un joli bateau. Et Verdier. Alors, c'est leur tout premier bateau. Alors, c'est le deuxième. Mais je pense le deuxième. C'est pas les mêmes, c'est un petit frère de Safran. Voilà. Ouais, c'est un petit frère de Safran. Mais Marco était parti un peu avant nous. Et ça nous a un peu rassurés. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si Marco n'avait pas fait ça, on l'aurait pas fait. C'est l'époque où tout le monde fait des phares. Tout le monde fait des phares. Nous, on avait un peu évacué phare. Et nous, on jouait entre Lombard et VPLP. Lombard qui avait dessiné le bateau de Jean Le Cam. Ouais. Du coup, c'est plutôt un bon choix parce que cette génération de bateaux va connaître ce choix de VPLP et Verdier était très bon. Après, le choix du chantier était un peu moins bon. On s'est mis dans une galère noire en Italie. Mais finalement, le bateau a été bien construit. Galère, mais finalement, le bateau était top. Et donc, première transat Jacques Vabre en 2007. Et on découvre les qualités du bateau. Donc, qui sont très très bonnes. Qui sont plutôt très très bonnes. Je fais une transat avec Sébastien Coll. Sébastien Coll, exactement. Ouais. Avec François Gabard au routage. Parce qu'à l'époque, on avait routage. Exactement. Alors, il y a deux choses. C'est l'arrivée du jeune François Gabard, qui est tout jauneau, hein. Il a encore des boutons d'acné, il a 2 poils de barbe. Il a 22 ans, hein. Il a 22 ans. À l'époque, tu vois, il vient au SEM à la Grande Motte. C'est un mec, qui a les yeux qui pétillent, on voit qu'il est malin. Entre temps, il y a eu la création du centre d'entraînement méditerranéen. Oui, ça, c'est 2002. C'est pas anecdotique. Non, c'est pas anecdotique parce qu'on a rassemblé un point de référence en Méditerranée pour la course au large, quoi. Oui. Et c'était incroyable, ce truc-là, parce que, donc, c'était en 2002. On décide de faire, la création c'est 2003, mais en 2002, on décide de créer ça, une espèce d'abord je gagne la solitaire, et on se rend compte qu'en Méditerranée, il y a plein de gens qui ont envie de faire ça. Qui se disent, si Quito de Pavard il gagne la solitaire, ça serait possible. C'est possible pour moi, quoi. Forcément, quoi. Bah oui. Pourquoi pas. Et donc, on se retrouve une bonne vingtaine de coureurs. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de machin, à se dire, nous, on veut faire ça, on veut se réunir, on veut faire le port-la-forêt du Sud. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plusieurs coureurs qui vont venir de Bretagne, naviguer l'hiver, quelques-uns, quoi. Je sais qu'il y a Paul Mella qui vient. Oui, plus tard. Mais au début, c'était un centre qui était réservé. On voulait rassembler, les talents du Sud, et ce qu'on a réussi à faire. Mais on s'est aperçu aussi vite qu'il y avait peu de gens qui arrivaient à boucler leur budget et à faire en sorte que le projet il soit viable. Donc à un moment, on était 4, 5, on s'est retrouvé jusqu'à 8. Donc il y a eu des Espagnols, il y a eu l'époque, il y a des Italiens, donc Pietro notamment, qui est venu, et ça c'était la période face du SEM, c'était qu'on se retrouvait avec des gens brillants, qui étaient là, qui nous apportaient beaucoup, et François, qui arrive. Donc lui, il faisait ses études à l'INSA à Lyon, donc pour lui c'était super facile de venir dans le sud, il prenait le train, il arrivait en 1h30, il était chez nous. On lui prêtait des bateaux, il naviguait, et puis on voyait bien que le mec était malin, quoi. Donc c'était le mec qui voulait aller au bout. Quand il comprenait pas, il passait la soirée à essayer de comprendre ce qu'il avait pas pigé dans la journée, quoi. Donc et toi, tu piges tout de suite qu'il est capable de faire du routage. François, il arrivait de ça, mais il avait pas de piole, machin. Si tu veux, il y avait des pioles qui étaient donc il venait de dormir ou à la maison ou chez sa copine qui était Luce Molinier. Une copine. Donc, il mangeait souvent à la maison, puis on sympathise, et puis voilà. Et donc, sa première régate en Figaro, il a fait avec mon bateau, qui était encore marqué Belle, avec la vache qui rit. Donc, je crois que sa première course en Figaro, ça va être la course des phares, en 2006, parce que nous, on était un peu occupés sur la construction du 60 pieds. Moi, j'avais un peu laissé tomber. Je dis, prends le bateau, et puis, on a collaboré pendant quelques années. Voilà. Ce qui du coup, à l'arrivée du Vendée Globe victorieux de François Gabard, moi, je sais que je propose un papier à l'Express où tout le monde dit le père spirituel de Gabard, Michel Desjoyaux et tout. Je fais non les gars, vous avez oublié un petit paragraphe de l'histoire. Et du coup, pour la petite anecdote, quand le papier sort, je reçois un SMS de Michel qui me dit merci d'avoir remis l'église au centre du village. C'est les compliments à la biche d'Ège. Voilà. Et du coup, tu feras une AG2R, une Prontage Jacques Vabre avec lui et tu. Donc la première, c'était en 2007. Il était au bureau. Au bureau. Avec Hervé Perrin, qui était un météorologue formidable, qui avait fait la Whitbread, qui avait plein de choses, donc qui était un vieux météorologue, donc qui avait ses méthodes. Et donc là, il y a eu une grosse confrontation entre François et Hervé, c'était intéressant.
Et donc il était routé, on était routé puisqu'à l'époque en IMOCA c'était autorisé, c'était je crois que la seule course où c'était autorisé. Et 2 ans plus tard, il était à bord de Groupe Bell. Et vous ferez deuxième. Et on fait second. Voilà. Et c'était assez marrant parce que moi j'ai souvenir des débuts, donc les entraînements avec le bateau où il avait plein d'envie, il faisait plein de bêtises quoi. Et je crois qu'il a appris beaucoup. Avec cette période-là, il a beaucoup appris. Et on voit déjà toi, tu vois tout de suite le potentiel du garçon. Oui. Ça se voit. Oui. Après, il a transformé, si tu veux, ce talent qui était le même que beaucoup d'autres. Enfin, le talent technique, la gestuelle. Mais par contre, cette force qu'il a de transformer tout ce qui touche en or. Et ça, depuis qu'il est petit, en optimiste, en kata, en motorrope, voilà. Dès qu'il touche un truc, ça excelle, quoi. Et ça, c'est quand même. Et pour le coup, ils sont pas tous comme ça, ouais. Non, il faut beaucoup de confiance en lui. Alors, beaucoup de travail aussi. Ouais. Il y a pas beaucoup de marins qui réussissent sans travail. Il va quand même falloir qu'on parle des Vendée Globe. Il nous reste un gros quart d'heure. Il faut quand même qu'on parle des Vendée Globe. Avec Bell, le premier Vendée Globe, c'est celui de 2008. Voilà, je suis un petit peu perdu. 2008. Donc toi, t'arrives. Je me souviens, je crois que c'est en 2008 où je fais une visite vidéo de ton bateau. Et t'es assez décontracté. T'es assis dans la banette centrale là. Qui est toujours là d'ailleurs. Et moi, je me souviens, je suis sorti. Je dis, le gars, il est pas à faire le Vendée Globe. Il est assez tranquille, quoi. J'avais été. Je doutais de rien. Ouais. Bah, franchement, je doutais de rien. On y allait pour gagner le Vendée Globe. D'accord. On s'en rendait pas compte. Ouais. De la difficulté, des difficultés. Moi, je m'en rendais absolument pas compte. Moi, j'y allais à tête. Mais alors, on y allait. En fait, on sortait d'une période tellement faste avec Bell. En Figaro, on avait tout gagné. Moi, sur 10 courses, j'avais fait 10 podiums, quoi. Globalement, c'était tu te sens invincible, quoi. Oui, c'est ça. Tout va bien. On a un super bateau. On a un super sponsor. On a une effervescence dans le groupe qui est incroyable, avec des relations avec les usines qui étaient waouh, c'était fou. On était poussé par cette espèce de ferveur qui était incroyable. Et on part sur ce premier Vendée Globe et puis ping, 24 ou 28 heures après, il y a tout qui s'écroule, le mât qui tombe. Et là tu comprends pas ce qui se passe. Ah bah si, je comprends que le mât il tombait. Ouais, mais ça, l'arrêt de l'enchaînement, l'arrêt de cette forme de fluidité dans l'enchaînement. C'est lourd à porter, quoi. C'est lourd à porter parce qu'évidemment on est au centre de tout, on choisit tout. Voilà, on avait fait des choix audacieux sur les architectes, même sur le mât. On avait fait des mâts dans le sud, voilà, chez Black Flag. On avait fait des choix que les autres n'avaient pas fait, quoi. Voilà, et on se sentait invincible jusqu'au moment où quand ça se casse la gueule, tu dis merde. Oui, puis ça se casse pas la gueule après 6 semaines de course, après 8 semaines de course, ça se casse la gueule le lendemain, quoi. Et donc là, c'est lourd, quoi. Donc je rentre au moteur au Sable d'Olonne. Et là, il y a une émotion super forte parce que je m'attendais pas. Moi, j'avais programme, au moteur, on fait ce qu'on peut, mais on savait qu'on arrivait de nuit, on arrivait à 2h ou 3h du matin. C'est bien, il y aura personne. Et en fait, il y a pas personne du tout, quoi. Si tu veux, il y a une foule immense et puis waouh, là c'était dur, quoi. C'était dur. Et puis il y avait toutes les usines justement les gens qui avaient loué des bus pour venir m'accueillir. Ah oui. Les salariés du salariés qui étaient venus m'accueillir, voilà. Ouais, à ce moment-là, c'était fort, quoi. C'était fort. Et puis il y avait donc le patron Antoine Févé qui était là et qui me dit tout de suite, t'inquiète pas, on va repartir, quoi. Ah oui, tout de suite. Alors moi j'étais effondré. Et donc on repart. On fait une super année 2009 avec Bell. On fait un tour d'Europe, voilà, au départ d'Istanbul. Donc l'Istanbul Europaris. Et ça c'était génial. Ce qu'on a connu à Istanbul, là on a perdu beaucoup. Sans cette course-là, on a perdu beaucoup parce que le parcours était formidable. Donc tous les gens qui sont allés à Istanbul, que ce soit en Figaro ou en IMOCA, ils savent qu'on a perdu beaucoup en mettant de côté Schumacher. Voilà. Et c'était l'organisateur, hein, c'est ça. L'organisateur, un mec formidable. Et la course faisait Istanbul. Alors le Tour d'Europe, le projet initial c'était Istanbul, il y avait Barcelone, Saint-Pétersbourg. Et on avait fait Istanbul-Nice, Nice-Barcelone. Ouais. Moi j'ai fait Nice-Barcelone, j'avais fait l'étape Nice-Barcelone. Ouais. Où tu gagnes 4 longueurs devant Foncia. Ouais, 4, un peu plus. Ah, c'était pas loin quand même. Un peu plus que quel on tire des bords dans la nuit. Moi, je me souviens, vous croisez devant, on tire des bords dans la nuit.
en arrivant sur Barcelone. Non. On est scotché devant la ligne, si tu veux, mais peut-être que je m'emmène, mais il y a une bonne avance. Il y a une bonne avance. Non, mais elle est suffisante. Mais mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pétales. Je me souviens que c'était. Enfin bref, et on finit à Brest. Exactement. Voilà. Donc on fait une belle saison. Moi je fais le record de la Méditerranée que je rebats un peu plus tard. Et là, si tu veux, ça se passe bien. On fait une Transat Jaguar super avec donc François. On fait deuxième. Donc ça relance un petit peu la machine. Et puis le Vendée Globe suivant, pim, patatras. Si tu veux, là j'augmente un petit peu mon score. Je suis 44 heures et puis boum, j'emboutis un chalutier. Alors là, je peux dire que là, ça fait mal. Entre-temps, il y a eu une Barcelone où on pète la quille aussi. Voilà, avec Sébastien Ligan. Ouais. Et là, il y a jamais de discussion avec le sponsor, il fait jamais de remarques. Comment ça se passe? Si, il y a des remarques. On travaillait en étroite collaboration avec Bell. Ils nous aidaient beaucoup sur plein de choses. Ils avaient la rigueur d'un industriel. Voilà, non, on travaillait beaucoup ensemble. Donc on a remis les choses un petit peu à plat sur plein de trucs, mais globalement, on était confiants dans nos choix et on n'a pas grand-chose à reprocher. On a juste pas eu de bol, quoi. Alors, autant en interne, sur toutes les opérations qu'on faisait, voilà, en interne avec les usines, avec les filiales étrangères, on est allé partout. En Égypte, en Syrie, on est allé aux États-Unis, on est allé, tu vois, partout avec le bateau. Et ça, c'était formidable, mais sportivement, on n'a pas eu de bol, quoi. Pas eu de bol. Et à partir de quand ils disent ça commence à bien faire? Évidemment, dans des grands groupes comme ça, il y a des grincheux, il y a plein de projets, et puis quand on se lance dans un projet comme le projet Vendée Globe, qui est quand même lourd financièrement, on fait pas les autres projets. Donc ceux qui défendent les autres projets, ils disent oh les gars, on vous l'avait dit, hein, ce projet-là, c'est dangereux, complexe. Mais bon, et donc ça finit par s'arrêter. Et là, en fait, ce qui a décidé Bell d'arrêter, c'est qu'ils ont estimé que c'était dangereux. C'est qu'en fait, ils voyaient le truc, ils disaient, c'est pessimiste, ils disent, prochain truc, c'est qu'on va perdre le gars. Quoi. Ouais. Et je pense que ça s'arrêtait pour ça, parce qu'on voyait bien que on était à la limite. Le Vendée Globe, on cassait le bateau, c'est pas très grave. Franchement, c'était pas très grave. On avait de la visibilité, matériel, enfin, voilà, la reproduction, plein de trucs. Et puis la suite a montré que j'ai l'espèce de scoumoun quoi sur le Vendée Globe. Mais c'est pas ça qui a décidé. Je pense qu'ils ont eu peur. Ils ont fini par prendre peur. Et tu comprends après le deuxième Vendée Globe, après la collision avec le bateau de pêche, tu comprends que là c'est fini. T'arriveras pas à les convaincre une troisième fois? Non, oui, mais c'était prévu que ça s'arrête. C'était prévu. C'était prévu avant. D'accord. Ouais, déjà au départ, le projet durait 4 ans. On faisait le Vendée Globe, on faisait la Route du Rhum, et ça s'arrêtait. On a réussi à prolonger 4 ans de plus. Ouais. Mais oui, on savait que ça s'arrêtait. C'était pas un projet qui aurait continué. Quand tu dois abandonner une seconde fois le Vendée Globe, toi t'es dans quel état d'esprit? Tu dis bon, c'est bon, c'est l'heure de la retraite a sonné. Pas la retraite parce que avec Bell ça s'arrêtait. Et ça c'est clair. Mais moi j'étais effondré de pas réussir ce truc là quoi. J'avais tellement envie, tellement d'énergie en Vendée Globe. Tellement d'énergie. Tu vois, pour rassembler, pour réunir toutes les forces nécessaires. C'est beaucoup de choses, quoi, entre l'équipe, les sacrifices que tu fais avec la famille, et le reste, c'est vraiment difficile, quoi. Et puis, je crois que c'était trop lourd à porter, quoi. Voilà. Trop lourd à porter, donc on savait que ça se terminait. De vendre le bateau, ça a été difficile. Parce que là, on avait mis beaucoup de choses entre l'équipe. On avait construit à partir d'une page blanche, on avait construit ce bateau. On avait fait un super bateau. Je suis content qu'il continue. Quoi, il est vert aujourd'hui. Ouais, mais il a une carrière. Oui. C'est le bateau qui super bateau. C'est un super bateau parce que tous les gens qui sont passés à bord, il y en a eu quand même, notamment sur les transats et les courses à équipage comme tout le monde a adoré ce bateau. Quoi. Un bateau. Il va finir par réussir à boucler le tour. Il a bouclé le tour. Bon, pas une seule traite, mais oui, pas une seule traite, mais il finira par faire un Vendée complet. Ouais, c'est ce que c'est. Et après ce deuxième Vendée, quand est-ce que tu te dis bon non, c'est pas fini, je dois boucler cette histoire. Est-ce qu'il y
Est-ce qu'il y a des alertes en interne? Est-ce qu'il y a des moments? J'ai jamais arrêté de penser à ça. Et aujourd'hui encore. Même si je sais que ça va pas le faire. Mais après, c'est finalement les autres qui m'ont poussé à le refaire. Globalement, il y a des gens, notamment des amis, des partenaires, tu vois, qui m'ont dit, ouais, attends, tu vas t'arrêter là. Tu vas le finir, ce tour. Et finalement, il y a eu une conjonction, on est reparti avec un partenaire notamment, le groupe HBF, qui m'a dit, bah attends, on y va, quoi. Et on a monté un projet. Tu retrouves la même énergie? Il en a fallu plus. Ouais. Il en a fallu plus, parce qu'entre-temps, j'ai monté un projet qui s'appelle Made in Midi. Donc on fait. Oui, mais je veux dire, sachant toute l'énergie qu'il faut mettre, t'as retrouvé le carburant pour le faire de la même manière, de la même. Ouais, en fait, il en fallait plus parce que c'était plus compliqué, parce que autant avec Bell c'était facile. T'avais un partenaire qui gérait fait beaucoup de choses, quoi. Donc le programme, les problèmes de communication, etc. Tout ça c'est géré par eux. Nous on avait que l'équipe technique, faire en sorte que le bateau il fonctionne. Allez, il faut tout faire. Là, il faut tout faire. Faut monter une équipe, trouver des partenaires. Donc, on a monté un truc difficile, c'est-à-dire mutualiser. Donc, il fallait pas trouver un sponsor, mais il fallait en trouver 100. Et on a monté un truc compliqué. Et on a mis beaucoup d'énergie pour être au départ. Et finalement, au départ en 2016, on avait un joli projet. On a un joli bateau. Même le bateau, ça a été compliqué parce qu'on a eu des tas d'emmerdes avec le bateau, avec l'équipe du Gobos qui gérait le bateau, qui était vendu par des Espagnols, géré par des Anglais. Ça a été une catastrophe, quoi. On a acheté une épave en fait, super cher, au prix du neuf, quoi. Que t'as refait entièrement. On a refait entièrement parce qu'il a été vraiment pourri par les Anglais. Donc on a beaucoup travaillé sur le bateau. En parallèle, il fallait trouver des financements parce que finalement le projet il a coûté plus cher que ce qu'on pensait. Donc il a fallu trouver des financements supplémentaires. Et on était assez fiers. Moi j'étais assez fier du projet au départ du Ventura au Sable d'Olonne. On avait l'impression d'avoir un joli projet, voilà, qui n'était pas extrême. Donc on a été dans la deuxième catégorie parce qu'on n'avait pas les foils, mais au départ du Vendée Globe, les foils, personne n'y croyait vraiment. Tout le monde se disait de toute façon ils vont tout péter. Donc nous, avec notre bateau de l'ancienne génération, on sera peut-être pas mal. Ce qu'a fait Yann Elias, par exemple. Voilà. Et effectivement, on était pas mal. Après, il y a eu les aléas de la course. Donc je passe le cap de Bonne-Espérance, c'était 9e ou 10e. J'étais bien, j'étais là où je pensais, et puis voilà, on était parti pour faire le tour. Voilà, l'objectif, il a été faire le tour. Et puis patatras, un cachalot qui traverse au moment, tu vois, en dehors des. Donc les images incroyables que tu ramènes. Passages cloutés. Alors, ça aurait été trop simple, entre guillemets, que ça soit un abandon standard. Ça ne l'est pas du tout. Il va y avoir une promenade fantastique sur le Marion Dufresne au Kerguelen, qui est le rêve de beaucoup de gens quand même. Hein. Oui, je m'en suis aperçu après. C'est vraiment une odyssée incroyable. Il y a peut-être que Bernard Stamm qui peut faire mieux, c'est-à-dire échouer au Kerguelen, y aller directement. Comment se passe cette période-là, parce que c'est super dur. Moi, je suis dans un état lamentable quand je quitter un bateau. Moi, j'avais jamais fait ça encore. Mais abandonner un bateau dans lequel on a mis toute cette énergie, c'est terrible. C'est terrible, mais bon, j'avais pas le choix. Là, j'avais pas le choix. J'ai compris c'est chaud comme. Enfin, aujourd'hui, on en parle, mais quand on voit là où t'es, quand on voit les images avec le trou à la place de la quille. J'ai une chance incroyable. Voilà, ça se passe bien. Si le Marion Dufresne en question n'est pas là, ça peut être un peu plus compliqué. Oui, il y a le Marion qui est juste à côté. Enfin, c'est incroyable. Donc, je reste 24 heures sur le bateau. Le bateau, il se remplit d'eau. Donc c'est 24 heures terribles. Hein. Je me souviens du grincement du bateau. Du grincement. Sur la vidéo, on l'entend très très bien. Le vérin qui augmente, enfin qui a élargi le trou à chaque vague. Waouh, c'est 24 heures difficiles, quoi. Le bateau plein d'eau, plein d'huile. Mais il y a le Marion Dufresne qui est à côté. Donc ils sont arrivés 10 heures après, ils étaient là. Donc moi je voyais la nuit, je voyais rôder. Je savais que s'il se passait quoi que ce soit, ils venaient me chercher. Probablement il y avait pas de souci. Donc j'ai jamais eu peur pour moi. Mais quitter le bateau, ça a été un crève-cœur. Vraiment. Et quand tu montes sur le Marion Dufresne, tu comprends tout de suite que tu vas devoir rester 3 semaines avec eux, ou
Ils te disent, on vous ramène pas tout de suite. Oui, parce que je savais que le parcours qu'il faisait, le Marion, mais je savais pas dans quel sens il allait. Je savais pas la rotation. Donc je me dis, mais dans quel sens il va, ce bateau-là? Et j'ai vite compris qu'il allait pas dans le bon sens, quoi. Ouais. J'allais rester un mois sur le bateau, quoi. Et du coup, tu dis, ça va faire un petit sas, ou tu te dis, non, c'est terrible, je vais devoir dominer. Je sais pas du tout comment ça se passe. Moi, tu veux, pendant 24 heures, l'idée, c'est de sauver ma peau. Ouais. Non, mais une fois que tu montes, une fois que je monte sur le bateau, je sais que je suis sauvé. Mais par contre, je pense au bateau. Après, la première réaction, c'est sauver ma peau, et après, sauver le bateau. Donc, comment on fait pour récupérer le bateau? Donc, on se fait des noms au cerveau, et puis on imagine une mission de sauvetage à partir des cargués. Non, rien que ça, c'est improbable. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de bateau, que la météo, elle est pourrie, et il faut que le bateau, il se rapproche un peu des cargués. Donc, vous savez pas, moi, j'avais mis cap au nord-est en me disant, le bateau, s'il dérive, vaut mieux qu'il dérive vers le nord-est parce que les conditions seront meilleures, et que peut-être vers l'Australie, on va récupérer. Mais j'en sais rien, quoi. Voilà. Et puis, au bout d'une semaine, on perd la trace du bateau. Voilà, c'est le deuxième choc. Parce que tant qu'on voit le bateau dériver, un peu d'espoir. On sait qu'à un moment il chavire parce qu'il va 2 fois plus vite, donc on sait qu'il s'est libéré de sa quille. Et puis après, plus de contact, plus de signal, ça veut dire que le bateau il a chaviré. Donc là, ça devient un danger pour les concurrents du Vendée Globe. Tu vois, les 15 qui sont derrière, ça devient. Alors là, j'ai flippé pendant 3 semaines en disant merde, les mecs ils vont passer dessus, on sait pas où il est. Et donc je passe un mois sur le Marion, je rencontre plein de gens sympas, donc tous les gens étaient super bienveillants pour moi, quoi. Mais moi j'étais pas bien. Et le pire de tout, c'est que on avait un contrat avec nos partenaires sur l'année suivante, 2017. Donc au moment où on perd la trace, on s'est dit merde, le bateau il est perdu, donc faut trouver un autre bateau. Et là on commence à chercher un autre bateau. On savait que mon ancien bateau, donc Proubel, qui était donc le Souffle du Nord, était en vente. On fait une proposition sur le bateau. Et le lendemain, Thomas, il se coupe en deux. Ah oui. Oh putain, alors ça a été terrible. T'es toujours sur le bateau? Moi, je suis toujours sur le Marion du Frêne. On fait une proposition donc pour le bateau. Et le lendemain il s'ouvre en deux. Le bateau s'ouvre en deux. Je dis, c'est pas vrai, quoi. On a Scoumoun jusqu'au bout, quoi. Donc après, on a appelé donc l'autre bateau qu'on voulait. Donc on était toujours, tu vois, on était toujours dans la recherche d'un bateau, dans le truc, on n'a pas lâché, quoi. Et on contacte l'équipe de Yann Eliès, et on lui dit, écoute, nous on va faire une proposition sur le bateau, mais par contre on va attendre que tu arrives. Il y a une petite clause suspensive. On va attendre que tu arrives au Sable d'Olonne pour faire la proposition. Ça veut dire quand même, juste, je fais un tout petit aparté, ça veut dire que globalement, on le voit bien avec tous les Vendée Globe et tous les meneurs qui t'arrivent, mais là, dans cette phase-là, c'est une capacité de résilience incroyable. Oui. S'il y a au moins une leçon dans cette histoire, c'est que nous, on est à bloc, tant que c'est pas fini, c'est pas fini, quoi. Bon, on savait pas comment ça allait se passer au niveau des assurances. Non, mais il faut... Mais globalement, on avait. Et là, le pacha du Marion du Frêne, il te dit, vous avez accès libre au téléphone satellite et tout, comment Oui. Bon, ils ont été top, tu vois. Donc ils m'ont mis dans un petit sas. J'avais mon petit ordinateur avec une connexion. Bon, elle était très lente, mais j'avais une connexion et on pouvait travailler. Je pouvais travailler. Donc j'ai continué à travailler, tu vois, avec mon équipe pour essayer de trouver des solutions parce que il y avait ce qui s'était passé avant et puis après il fallait aller de l'avant si tu veux, à la suite. Et là, si on n'arrivait pas à trouver un bateau pour l'année suivante, là, on n'était pas bien parce que ça nous coûtait encore plus cher. C'est que le contrat, il fallait le faire, quoi. Ouais. Et au final, cette période sur le Marion du Frêne, c'est un sas. Oui. Qui finalement va plutôt te servir d'atterrissage ou. Oui, au final, ça a été super utile parce que quand je quitte le Marion du Frêne, quand je quitte le Marion, donc c'est à La Réunion, et que je m'envole pour la métropole, c'est la fin de l'année, je crois que j'arrive pour le premier de l'an, tu vois, pour fêter le premier de l'an, et j'arrive chez des copains au Cap Créos d'ailleurs, à Cadaqués, et tout le monde se rend compte que je suis d'attaque, que finalement ce petit mois il a été bénéfique, même si je m'en suis pas rendu compte. Moi je suis à bloc. C'est un peu le sas des sous-mariniers qui débarquent et qu'on remet pas sur la terre ferme tout de suite. Voilà, je me bagarre. Et donc du coup, pour finir, tu vas trouver un bateau, ça va être suivi de. Oui, très rapidement, je contacte Yannick Bestaven, voilà. Yannick, c'est lui qui d'ailleurs qui me contacte en me disant voilà, moi j'ai un bateau, mais j'ai pas de sponsor.
toi, t'as un sponsor et pas de bateau, il y a peut-être quelque chose à pouvoir faire un truc ensemble. Et effectivement, moi, Yannick, c'est quelqu'un que j'apprécie. D'ailleurs, on s'était retrouvés sur le quai des Sables d'Olonne en 2008 quand on avait dématé tous les deux en même temps. Dématé en même temps, ouais. Ouais. Mais sur Aquarelle. On s'est retrouvés, voilà, sur Aquarelle. Ça crée des liens. Ça crée des liens. On les avait avant parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Et du coup, on fait une transat, on fait une belle saison ensemble. On s'entend bien. On fait une jolie transat Java d'ailleurs. Parce que justement, on fait 5e, et puis devant des bateaux, des foilers, notamment Banque Populaire, enfin qui s'appelle plus Banque Populaire. Voilà, des bateaux qu'on voyait devant de toute façon. Et puis voilà, on termine, voilà, le dossier Bastide-Otio, on le termine comme ça, quoi. Et plutôt bien. Et après, tu vas faire du classe 40. Voilà, après l'année suivante, c'est la Route du Rhum. Et du coup, tu le vis comment, comme une rétrogradation entre guillemets, ou comme pas du tout, non, au contraire. Au contraire, moi ce que je voulais, c'est faire la Route du Rhum et gagner la Route du Rhum. J'avais fait 4 ans auparavant en classe 40. J'avais fait un podium et l'idée c'était, j'étais resté un peu sur ma faim et je me dis, cette année on va faire en classe 40 et on va aller chercher la gagne. On savait qu'on n'avait pas les moyens pour aller chercher la gagne dans d'autres séries, que ce soit l'Ultime, l'Imoca, voilà. Donc la seule course qui m'intéressait, c'était classe 40. Donc ça me paraissait plus simple. Donc on a réuni un petit budget et on a racheté un bateau qui était celui d'Yachting Bestaven. Donc, tu vois, il y a des années italiens, il y a des Italiens, puis il y a des années Bestaven. Et on prépare ça et on le fait plutôt pas trop mal, quoi. Pas assez bien à mon goût, mais plutôt pas mal. Donc là, il y a une Jacques Vabre en prévision à nouveau. Voilà. Donc je fais ma 10e Transat Jacques Vabre. Exactement. J'avais fait un tout petit décompte. Il y avait 8 Solitaires du Figaro, 9 Jacques Vabre, 5 AG2R, 3 Routes du Rhum, 2 Tours de France à la voile. Ouais. On n'en a pas parlé, on peut pas parler de tout. Oui, on a fait beaucoup de choses, quoi. Et il y avait 3 Vendée Globe et une Barcelona. Voilà, 3 Vendée Globe. 3 départs de Vendée Globe. Il y a la campagne, il y a quand même. Voilà. On se rend compte, sur 3 Vendée Globe, j'arrive à naviguer 33 jours. Ah, t'as calculé? Oui, ça fait peine. Hein. Alors, est-ce que t'as fait le... Non, c'est pas très dur le Vendée Globe, finalement. C'est pas compliqué. Tu peux au moins faire le coaching de préparation, quoi. Ouais. Est-ce que au final, j'ai lu un très bel article dans La Croix cet été. Il faut lire La Croix en plein milieu du mois d'août, le 16 août, qui s'appelle Quito de pavant touché mais pas coulé. Je sors en conclusion de cet enregistrement, cette citation. Tu dis, sur cette planète, il y a 7 milliards de personnes qui ne font pas le Vendée Globe. Je pense que je peux faire partie de cela. Il y a 4 ans, ce n'était pas vrai, mais il y a plein d'autres belles choses à faire. Bah oui, c'est clair, quoi. Voilà, en ce moment, on essaie. Tout à l'heure, t'as dit, j'ai encore envie, quand même. Oui, moi, j'ai toujours envie. Il y a quelques mois, on a parlé de ça, on a parlé de Vendée Globe. Alors, c'était compliqué, il fallait trouver un budget, il fallait trouver un bateau, il fallait garantir qu'on puisse être au départ du Vendée Globe, être qualifié. C'est un petit dossier. Et ça, c'était mon problème, ce qui est très compliqué. Donc, on a vite compris que ça le faisait pas, on était en retard sur plein d'autres coureurs. Et donc ça le faisait pas. Et peut-être que quand même j'avais envie, mais peut-être pas assez, quoi. Parce que je pense que pour faire un Vendée Globe, pour mettre autant d'énergie, il faut avoir très envie. Et cette très envie-là, j'avais pas, quoi. Donc par contre, on a d'autres projets, notamment des projets qui sont hors course. Voilà. Et puis un projet qui nous tient un peu à cœur, qui est de faire le tour du monde, mais en prenant un peu le temps et en essayant d'aller chercher, les clés du bonheur sur cette planète Terre. Voilà, parce qu'on a un peu perdu de vue ça. On sait faire plein de choses. Cette planète. T'arrêter un peu, ne pas virer des caps et essayer d'être contourner des îles et plutôt aller voir comment c'est. Faire des trucs un peu intelligents, quoi. La course au large, c'est vraiment jusqu'à là, c'était pas malin. Ah bah non, c'est complètement débile. Bon, mais on aime ça, quand même. Du coup, on va te laisser aller faire une petite régate débile. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, on a une régate aujourd'hui. Voilà. Quito, écoute, merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps très tôt un samedi matin, juste avant d'aller courir. C'est bien ce petit interview, parce que je me suis rendu compte que ça fait exactement 20 ans que je faisais c'est cette course au large là, même si j'ai commencé un peu plus tôt. Voilà, mais je suis très fier de participer à ce mini jubilé dans un petit studio à Plumeur juste avant la dernière étape du Tour de Bretagne. On va te laisser aller regatter. J'ai à peu près tenu le timing. Je suis assez fier de moi. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles du rating sur les plateformes de podcast. Et puis on se retrouve dans un petit mois. Là pour le coup, j'avais dit la dernière fois avec Fabrice Amédéo que le nouveau candidat au podcast aurait un accent différent de d'habitude, c'était le cas. Mais là, par contre, je ne sais pas qui est le suivant. Je ne sais pas du tout, donc on va essayer de vous chercher ça. Voilà, merci Quito, bonne navigation, merci. À bientôt. Salut. À très bientôt.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt!